Mais bien le bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, aujourd'hui, focus sur Taro Okamoto, qui est un grand nom de l'art moderne, japonais, grand nom de l'art tout court japonais, qui est aujourd'hui, en ce moment même, à l'honneur au musée du Quai Branly. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi ce live, pour pouvoir vous peut-être quand même mettre le ou les pieds. Non, le pied à l'étrier. Putain, parce que les pieds à l'étrier, c'est un peu compliqué d'avoir deux pieds dans un même étrier. Parce que voilà, c'est un monsieur que vous avez déjà vu sûrement, qui est repris dans certains mangas, qu'on va retrouver dans vraiment dans la culture japonaise, même là, bon, encore une fois l'animé, dans l'art, même l'art contemporain, de gens qui vont s'inspirer de Taro Okamoto. En tout cas, c'est un nom, voilà, que vous devez retenir. Et c'est un nom qui, évidemment, est très 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 connu au Japon, moins chez nous, parce que, je ne veux pas dire que c'est particulier comme art, mais nous, c'est vrai que ça a été un peu... le marché, ou du moins la culture, a été un peu gangrénée. Attention, pas gangrénée, mauvais sens du terme, mais par Picasso et tous ses copains. Donc, on a tellement eu de création chez nous qu'on n'a pas forcément pris le temps, je vais dire ça comme ça, d'aller voir la création japonaise, alors que Taro Okamoto, c'est un grand nom, voilà, de l'art japonais. Donc je vous ai mis ces petites dates. C'est un monsieur qui est décédé en 96, mais qui était né en 1911. C'est vraiment un incontournable, hein, qui est peintre, sculpteur, et aussi, je ne vais pas dire surtout, mais il a été très marquant pour ça, théoricien de l'art. Je vais en parler un petit peu après. Ce qui vous permet de comprendre que ce monsieur a été je vais peut-être pas dire qu'il était plus impactant sur les artistes qui vont faire qui vont faire suite, quoi, ceux qui ont grandi avec lui. Il a été très marquant pour ça. Il est peut-être à l'Occident, mais je me trompe peut-être, hein. Mais côté occidental, on va vraiment le connaître plus pour ça que sa création artistique. Bon, peut-être que je me mouille peut-être un peu trop, mais je pense que je me trompe pas trop dans ce sens-là, parce qu'il a vraiment révolutionné en tout cas les visions artistiques, et je vais vous en parler encore une fois un petit peu dans cette petite présentation. Donc il a eu une créativité, comme j'ai mis, explosive. Je crois que je trouvais un terme qui collait bien à son œuvre, c'est vraiment ça, puisque voilà, c'est quelqu'un qui a été très 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 dans l'avant-garde de la création. Pour nous, là encore, toujours pareil, c'est une question de prisme. Pour nous, en tant que Français, voilà, occidental, mais surtout français, avec toutes les créations artistiques qu'il y a eu, surtout à l'après-guerre, en France, tous ces grands noms, et puis je vous dis, bon après, voilà, on a les Picasso, Gauguin, etc. On en a tellement, qu'il y a eu tellement de créations que voilà, on passe peut-être un peu à côté de noms comme ça, et pourtant, c'en est un, et notamment, c'est un artiste qui s'est beaucoup inspiré, qui s'est nourri plutôt qu'inspiré, parce que quand on dit inspiré, on aura peut-être tendance à dire que, je vais lire ton message après, inspirer, copier, ce qui n'est pas vrai, hein. On peut s'inspirer et se nourrir d'artistes, notamment du surréalisme, notamment par exemple Dali. À ce sujet d'ailleurs, j'avais prévu de faire un live sur le surréalisme. Vous savez, il y a eu une très belle expo sur le surréalisme. Je pense que je vais faire un live là-dessus, dans la foulée, peut-être sur le surréalisme semaine prochaine. J'avais fait quelque chose ou pas, je sais plus. Bref, en tout cas, de reparler du surréalisme, parce que c'est un mouvement qui est quand même très très marquant. Et voilà, là je vous parle de Taro Okamoto. Si je fais la suite en parlant de surréalisme, vous allez tout comprendre. L'idée étant que, je ne sais pas si vous avez peut-être lu le petit texte qui est à côté de ma trombine, là-bas. Oh, putain, je me suis pas trompé pour une fois. Là-bas. Son œuvre célèbre l'énergie vitale, l'émotion, la rébellion, surtout, hein, rébellion constante, convention artistique sociale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup nourri, vous allez le voir, de l'art traditionnel, l'art d'avant. Salut Massina-san. Bonsoir les Kogays. Comment ça va bien? Ça va bien. Ils vont bien les copains. Et Vegideo, tu m'avais dit, on peut voir une fresque de lui à la Shibuya Station. Shibuya Station. Oh putain, j'ai oublié Massida. Et voilà. Alors, ce micro, voilà, avec l'effet de compression, permet de gueuler dedans. Ça, je peux faire un Hirashamase sans que ça sature. Donc, si vous revoyez ce live, putain, en plus, j'avais dit que j'essayais de faire un live en streaming sur Instagram, YouTube. Je me suis dit, j'ai revu que, bon,
Twitch est pas très, il permet, mais il est pas très content quand on le fait quand même. Donc je reste sur l'idée de faire peut-être occasionnellement quand même un live en même temps sur Instagram, histoire de voir. Mais tout ça peut dire que le micro, celui-là, normalement, il sature pas. Les autres, bon, je fais un ILHMAC, je pense que ça... T'as les oreilles qui saturent. Bref, je reviens sur mon sujet, Taro Kamoto. Comment ça? Donc, ce monsieur, comme je disais, qui est... j'espère que ça va vous donner envie, en tout cas, d'aller voir un petit peu plus ce travail. Maître... Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce monsieur, il a été formé donc à Tokyo. C'est ça qui est très intéressant, il a poursuivi ses études dans les années 30 en France, et comme je vous le dis, notamment auprès de surréalistes et dont ce très grand nom qui s'appelle André Breton. Donc le très grand nom qui s'appelle André Breton, je vous en parle semaine prochaine, voilà, comme je disais, peut-être juste avant que tu arrives, Massilia. Et pour tous ceux peut-être qui, qui voient cette vidéo de YouTube, vous avez vu ce que je viens de dire il y a 30 secondes. Donc je fais un autre live qui sera donc semaine prochaine sur le surréalisme. Et je vais vous montrer les grands noms du surréalisme, ce mouvement. Déjà c'est quoi, et les grands noms. Mais je voulais quand même parler de Okamoto. Et en vous parlant du surréalisme par la suite, c'est pas mal, ça fera vraiment le lien. Et donc, voilà, Breton, et bien évidemment, j'en ai parlé en intro, de Monsieur Picasso, qu'on présente plus, encore que je vous dirais, même Picasso, ça aurait peut-être le coup de faire un live sur Picasso, les grandes lignes sur Picasso, parce que je pense que Picasso, il y a évidemment le très très grand connu, et puis il y a des choses qui sont moins connues, qui sont plus intéressantes. Personnellement, j'aime beaucoup les céramiques qu'il a pu faire. Bref, toute sa période cubiste est très très intéressante. Après, bon, chacun a un peu son amour de Picasso. Bref, il était en France, il est revenu au Japon après la Seconde Guerre mondiale, et c'est en revenant au Japon qu'il a su s'exprimer. En fait, c'est comme s'il était venu en France. Bon, je vous refais pas le topo de l'art japonais, la tradition, le côté très classique, le très cadré aussi, de cette culture artistique japonaise dont on parle quand même très très souvent sur cette chaîne, où on n'essaie pas trop de faire de bruit. Bon, c'est vrai que dans cette création d'après-guerre, lui comme d'autres, se sont exprimés, mais c'est l'expression sans limite, quoi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a essayé, alors parce que je dis expression sans limite, souvent dans l'art abstrait, on peut avoir de l'expression sans limite où vous prenez un gros seau avec de la peinture ou une grosse toile et puis tu y vas, tu cherches pas, tu t'exprimes, quoi. Bon, lui, il va y avoir ce côté très expressif, mais avec la volonté d'apporter du symbole, de toucher à la mythologie japonaise. Et donc là, on est clairement dans, je vais laisser Fujideo le dire, entre le passé et le présent, le futur. Entre là et là. Vous m'avez compris. C'est franchement pas facile, hein. C'est franchement pas facile à dire. Attention, je l'utilise parce que les gens qui verront cette vidéo sur YouTube ne voient pas forcément tout commentaire passer. Comme il est après en grisé là, enfin ici. À la jonction des savoirs anciens et des idées neuves. Et je sais pas si c'est GPT, si c'est... Tu devrais bosser dans la pub, hein. Moi je dis... Et là tu fais... là tu sais, une baseline. Kogei. À la jonction des savoirs anciens et des idées neuves. Kogei. C'est magnifique. J'adore. Ça là est bien. Je la retiens. Je retiens. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, mais ça donne bien creux, mais c'est parce que derrière, tu as envie d'explorer, tu as envie d'aller encore plus loin, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit à jonction. Je te dis, ça fait baseline, tu sais, accroche pour les pubs. Ah là là. Bon, bref, vous avez compris. Donc, notre ami fait partie de cette tendance où, retour après-guerre au pays, il s'est vraiment exprimé. Et donc, c'était complètement une rupture radicale, vraiment, à ce qu'on pouvait voir avant-guerre. C'est très difficile de vous résumer. On pourrait, on pourrait peut-être faire une vidéo explique l'art d'avant-guerre et l'art d'après-guerre. On peut essayer, mais ce serait trop de rentrer dans des soit grandes, trop génériques, soit de rentrer dans des tas d'artistes. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ça, le lien entre l'art d'avant-guerre, l'art d'après-guerre au Japon, ça vaudrait le coup d'en faire même un bouquin, carrément. Plus qu'un live, c'est carrément un livre. Donc si j'ai le temps, peut-être un jour,
Je pourrais faire ça. On sait pas. Celui-là est bien dans le thème. Ah, oh, là où l'histoire rencontre l'avant-garde. C'est bon. Exactement. Non, voilà. Je pense que l'avant-garde, c'est vraiment le terme. C'est un avant-gardiste. Là, on peut pas faire mieux. Massida, je lance une nouvelle game. Trouver des variantes de lettres TRM. En gagner un apéro rencontre. Mais tu sais que l'apéro rencontre, il n'y a même pas besoin de le gagner. Tu le sais. Tu le sais, ça. Voilà. Art is Magic, une vision qu'il a développée en s'inspirant du Japon primitif. Parce que notre ami, je vais lancer la petite vidéo qui va bien, il s'est inspiré, figurez-vous, de l'ère Jomon. En tout cas, dans sa réflexion, je disais en introduction que Taro Okamoto s'était beaucoup nourri donc, de cette tradition et qu'il a été vraiment dans la réflexion autour de l'art, de ce médium qui est l'art. Voilà. Et il s'est notamment inspiré de cette période Jomon. Donc Jomon, je vous ai remis la date, c'est 14, c'est pas hier, hein, c'était 14 300 avant Jésus-Christ. Okay, c'est vraiment une période très très tardive. J'avais fait une vidéo là-dessus, normalement vous devez l'avoir sur YouTube théoriquement, avec les fameuses céramiques. Hop là, le câble vas-y, le mec appuie sur le câble, ça m'a fait avancer 10 slides. C'est pas grave, je reviens sur mes slides. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, hein, tout seul comme un grand. En fait, c'est que j'ai mon câble. Vous savez quoi, je vais mettre mon câble ici. C'est très bien parce que ça fait 2 fois que j'ai mon câble du... Ça va, ma tête est restée droite. Voilà, je vous montre juste les fameuses céramiques de Jomon. Voilà, paf. Peut-être que vous aviez vu, si vous aviez vu mon live, ou pour ceux qui étaient là, voilà, vous vous souvenez, ces fameuses céramiques qui sont très très typiques de cette période Jomon, notamment avec ces symboles et ces motifs de cordes sur ces céramiques qui sont incroyables. Hein. Il y a plus de 15 000 ans, hein, attention. Hein. Encore une fois, c'est pas un truc d'hier. Hein. Donc lui, Taro Okamoto, il s'est vraiment rendu compte que ces artistes de cette période Jomon, bah, finalement, ils ont créé sans vraiment avoir de diktat de société ou autre. Ils étaient vraiment très libres. Il utilise le terme de dignité aussi. En tout cas, ce sont des gens qui ont créé sans limite. Alors, attention, ça peut être une vision qui peut être un peu une vision biaisée, puisqu'évidemment, on ne savait pas il y a 14 000 ans comment ça se passait. Et aussi une vision sociétale, bien entendu. L'art se crée, ce qui se crée tout seul, et ce qui se crée dans le cadre d'une société, ce qui se développe dans le cadre d'une société, etc. Bon, la vision de Okamoto, elle est vraie. Est-ce qu'elle est vraie à 100%? Je suis pas sûr. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour lui, ce Japon d'il y a 15 000 ans, 14 000 ans, donc avant, hein, on est avant Jésus-Christ, c'est le vrai Japon, quoi. C'est la vraie création artistique, c'est le vrai du vrai, quoi. Voilà. J'en profite pour dire bonjour, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui passent en cours de route. Je vous fais une petite présentation d'un artiste qui s'appelle Taro Okamoto, grand nom de l'art moderne japonais, de l'avant-garde japonaise, et en même temps, je me permets de faire un petit rappel de follow. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous kiffez ce que je fais, allez-y, vous pouvez suivre. Si vous avez un petit Prime, vous pouvez sub aussi. Et sachez que tous les replays sont sur YouTube. Enfin, presque tous, parce que j'en ai zappé plusieurs. Mais c'est pas grave, ça va me permettre de refaire des sujets. Quand je dis plusieurs, hein, c'est ceux d'il y a 2 ans, donc ça me permettra de refaire des sujets, c'est pas trop grave. Et puisque je rappelle que sur Twitch, les replays, les lives complets des quotidiennes sont visibles pour les subs. Et vous avez de toute façon une limite d'archives de 2 mois si ça n'a pas changé. Donc, la vidéo, vous les retrouvez sur YouTube. Voilà. Putain, qui a fait quand même un aparté de 30 secondes. Donc, notre ami Taro Okamoto, c'est pas ce monsieur, hein, vous voyez, hein, lui, non, ce n'est pas lui, était passionné de l'ère Jomon, c'est lui, hein, Taro Okamoto, de l'ère Jomon, et quand en fait, je vous ai dit, il est parti en France étudier, il est revenu au Japon par la suite, bon, je vais parler de la Tour du Soleil après, surtout dans les années 60, c'est là où il a été témoin, pardon, il était témoin de l'esprit du Japon lorsqu'il allait à Okinawa, où il a vraiment ressenti une certaine magie, comme je l'ai mis, l'invisible de Okinawa. Okinawa, c'est très particulier, hein, si vous n'y êtes pas allé. C'est pas Tokyo, hein, c'est pas des zones, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu comme Jeju, hein, en Corée. Voilà. Il a senti un truc à Okinawa, un peu ce lien avec l'ancien, le monde d'avant. Et c'est à ce moment-là où cet artiste, en tout cas dans le process d'un artiste,
a découvert quelque chose ou a redécouvert et il s'est dit c'est vraiment ça le truc. Si on peut créer quelque chose, on peut même recréer, comme vous voyez ici, une jeune génération qui va vraiment s'inspirer de l'art Jomon d'il y a 15 000 ans pour en faire des nouvelles créations d'aujourd'hui. Donc nous on n'a pas tellement cet exemple. Hein. Encore une fois, en France, on n'a pas vraiment cet exemple. Mais ça, c'est vraiment passionnant de voir ça. Le documentaire est pas mal, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez, puis j'ai un autre aussi en anglais si ça vous intéresse. J'avance. Concernant Taro Okamoto, vous avez vu aussi une vidéo, je vais laisser, elle dure 2 minutes, je vais vous laisser pendant que je suis en train de discuter sur cet artiste. Il faut savoir que Taro Okamoto, encore une fois, comme je le disais en intro, c'est pas un artiste qui est connu chez nous. Enfin, attention, je dis connu, pas parler japonisant, amoureux du Japon, etc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, je pense que vous l'avez vu déjà, comme je vous le disais, dans des mangas, dans de l'animé, vous l'avez vu par votre culture du Japon. Parce qu'il a tellement imprégné indirectement la création, l'illustration, que bah, vous ressentez un truc. Je sais pas, vous voyez, je pense comme ça, con, hein, Goldorak, bref, vous avez un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il était vraiment dans cette création des années 70, 80, il a vachement marqué par le jeu des couleurs, par les symboles, par les formes, et qui, comme vous pouvez le voir ici, sur un mix de ces différentes œuvres, pour ça je vous laisse tourner, on est dans le surréalisme, et on est dans quelque chose qui n'est pas vraiment japonais, comme on pourrait l'entendre avec les fameux arts japonais du passé. Donc vous voyez, c'est vraiment très très nouveau. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, quand on va faire rapprochement de certaines œuvres, je vais revenir juste pas sur ces sculptures, mais ici, vous avez des œuvres comme ça, qui ont été faites par des artistes français, notamment, dans cette même période, 70-80, qui ont servi par exemple à faire des tapisseries à Aubusson. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Hein. Mais si vous regardez les dessins de plusieurs artistes de cette période, surréalistes, qui ont fait des tableaux, qui ont fait des tapisseries, vous regardez Taro Okamoto qui lui a bossé au Japon, vous avez vraiment des choses qui se rapprochent, qui sont très très proches, et pourtant ils n'ont pas vraiment collaboré, et c'est ça qui est assez fou en fait. Ça tranche avec l'époque aussi, il faut remettre dans le contexte peut-être. Oui, bien entendu. Ah, évidemment, c'est aussi quelqu'un qui, par rapport à cette période de l'après-guerre, je ne vous fais pas le topo de l'après-guerre au Japon, ça a été très compliqué. Évidemment, ça a été une période qui, artistiquement parlant, le Japon n'était pas très très bien. Donc, le Japon a cherché à se reconstruire avec tout le mal qui a été fait au Japon. Lui était en France. Hein. Donc, il y a aussi quelque chose que je pense qu'il a voulu redonner du positif et redonner de la vie, redonner surtout une nouvelle vision à l'art. C'est pour ça on parle d'avant-garde. Attendez, je vois juste si cette vidéo. Non, c'est 360p, c'est vraiment une qualité de merde chez NHK. C'est pas grave. Une vraie vision qui est une vraie vision d'avant-garde. Pourquoi? Attendez, je viens juste là. Pour redonner envie au peuple japonais de vivre et de retrouver de la création artistique. Donc c'est quelqu'un, lui comme d'autres, hein, ont participé à ce mouvement qui a été d'essayer de refavoriser un développement dans le pays qui a été... C'est comme si lui, on fait un delete de ce qui s'est passé et on avance. Voilà. Et ça, c'est vraiment très très fort. Je résume, bien entendu, les vidéos que je vous mets là, je vous les mettrai dans le live sur Twitch, je les mettrai dans la description de YouTube, notamment, c'est en anglais sur NHK, mais qui détaille justement très très bien, ça dure une demi-heure, ça parle de ça. Vous avez des articles qui parlent de lui, justement, toute cette partie-là. Et voilà, c'est très bon. Contexte, le tombeau des Lucioles de Takahata Isao. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Toute cette période, et même pour moi, c'est même ces périodes. C'est-à-dire que l'après-guerre japonaise, il y a l'après-guerre évidemment. Voilà. Il y a toute cette période 60-70, il y a une période 70-80, et après il y a le post-80, 90, où là on est dans autre chose. Et c'est vraiment des périodes clés. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont des périodes qui sont construites encore une fois en se nourrissant de par ces artistes, essentiellement, ça a avancé d'ailleurs essentiellement grâce à ces artistes qui sont venus en France, qui ont découvert le surréalisme, qui ont découvert une autre vision en fait de l'art, une possibilité de créer quelque chose qui n'est pas quelque chose de connu au Japon,
Et voilà. Et donc il y a notamment cette sculpture, je vais vous en parler juste après, qui est l'une des plus marquantes de Taro Okamoto, qui est folle, enfin, qui est forte, plein de symboles. Enfin, on y voit d'ailleurs, chacun va y voir des symboles qui veut. Hein. Juste pour revenir en précision là-dessus, hein, sur les peintures de Okamoto que j'avais écrites là, juste au-dessus de ma tête, elles sont dominées par des couleurs vives, des couleurs abstraites. C'est souvent très figuratif, voire semi-figuratif. On le voit ici avec cette sculpture. On a Myth of Tomorrow qui est une grande peinture, je vous la montre ici, qui est assez incroyable. Là, voilà, vous avez plein de couleurs, plein de... Vous savez pas trop ce qu'il a voulu vous représenter, et en même temps, on est dans l'après-guerre, hein, donc parce que le dessin parle de lui-même. Hein. Myth of Tomorrow, donc le mythe de demain. Donc évidemment, le Tomorrow fait référence à ces périodes sombres. Vous avez ce corps, ces flammes, voilà, qui vous font, je pense, penser à ce que vous imaginez. Vous avez ces flammes et en même temps, il y a beaucoup de couleurs. Il y a quelque chose de très, très, très puissant en fait dans cette œuvre. C'est assez particulier, encore visible et sans payer. Voilà, c'est exactement ça ce que je vais t'en parler tout à l'heure. Et justement, cette œuvre, c'est une peinture murale hein, qui était visible en 68-69 au Mexique, qui a disparu. Alors, je crois que je ne sais pas si ça avait été volé ou pas, enfin, peu importe. En tout cas, il l'a retrouvé en 2003 dans un entrepôt Mexico. Et cette peinture est assez folle. Et voilà, en tout cas, là encore, avec notre regard de français, par toute l'histoire du surréalisme, et si vous avez déjà mis des pieds à Beaubourg, des tableaux comme ça, je dirais même si vous n'êtes pas historien de l'art, ça vous parle, vous avez déjà vu des trucs qui ressemblent, tout ça. Pour les Japonais de l'époque, c'est d'une nouveauté, un truc de malade, quoi. Voilà, il faut se recadrer aussi à l'époque. Hein. Donc le message, le style, c'est vraiment le fond et la forme hein, à fond. Et comme on le voit ici, c'est graphique, ça n'a absolument rien à voir avec l'art japonais classique. Hein. On garde en tête le sumie, la peinture à l'encre, les kakimonos, les paravents, bon, toutes ces jolies choses, évidemment, on en a plus parlé après jusqu'à la guerre, hein, mais voilà, c'est ça Okamoto, c'est ça Okamoto. Et puis évidemment, très 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 connu pour cette fameuse sculpture, je vais appeler ça sculpture, je sais pas, comment on peut dire, c'est plus qu'une sculpture, hein, puisque ça fait plus de 70 mètres de haut, qui s'appelle La Tour du Soleil, Taiyo no Toho, qui a été réalisé pour l'exposition universelle d'Osaka, d'ailleurs que vous pouvez voir à côté de Osaka, et qui est, je pense, hein, comme j'ai mis, hein, la sculpture, sa réalisation la plus célèbre. Je ne sais pas, dites-moi après en commentaire hein, si vous avez déjà vu cette sculpture étonnante. Je pense que je ne peux pas dire chelou, c'est étonnant, c'est hyper étonnant, puisque dans cette sculpture, il a vraiment voulu reprendre les symboles primitifs, traditions primitives. Entre parenthèses, il y a des choses qui peuvent faire penser au Ainu. Bon, je dis ça comme ça. C'est voilà, à l'Expo universelle, vous avez là, vous voyez comment elle a été présentée, avec cette grande sculpture, le pavillon, avec devant, ce qui est assez étonnant. Attendez, je vous remets juste l'image. Voilà. Hop. Vous voyez là, vous voyez le truc. Attendez, je sais pas si c'est mieux comme ça. Vous avez la sculpture, le pavillon devant, l'ultra moderne, quoi, le train, je sais plus comment on l'appelle, le train volant, etc. Ah bah oui, je reparlais, Massy, là, dans 20th Century Boys, c'est ça, dans ma petite tête. Moi aussi, hein, on va dire, j'ai vraiment redécouvert, en tout cas avec 20th Century Boys. Enfin voilà, on est vraiment dans la sculpture qui vous sort de la sculpture du grand Bouddha d'Amida, la grande sculpture traditionnelle qu'on a au Japon qui est plutôt une sculpture bouddhique. Et là, vous avez un truc, c'est pas shinto, c'est pas bouddhiste, c'est Okamoto. Donc il vous a sorti une sorte de totem, symbole entre tradition primitive, des concepts philosophiques. Vous prenez ça, vous savez pas trop qu'est-ce qu'il a voulu vous dire. Est-ce que c'est ce soleil en plus qui a ce regard un peu, les yeux là, froncés, la tour du soleil, avec cet élément en plus qui est en haut, qui est assez incroyable aussi. Bref, c'est une œuvre qui est unique en son genre, oscillant entre Racine et Renouveau. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Et le resub de Lana, Queen K qui arrive, il a ça.
Et surtout, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Oh putain, attendez, je peux peut-être mettre une petite musique si c'est parce que ma petite musique elle passe. Ah non, 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 non. Voilà. Normalement, ça marche. T'as raté le début du live, c'est pas grave. T'es en plein dedans, t'es en plein dedans. T'arrives très bien. Queen K, merci beaucoup pour ton reset. Queen K, merci, 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 merci. Merci, merci. Mais oui, là, il y a du son. Mais parce qu'il faut que j'appuie sur les... Mais je peux l'automatiser. Sinon, il faut que j'appuie sur mes boutons. Mais je peux. Tu vois, je peux appuyer sur mes boutons. Par contre, il faut que je sois comme ça. Je peux faire le bat Todai. Tiens, le bat Todai, il est sympa quand même, le bat Todai. Vous êtes prêts? C'est parti. Non, mais bon. La Queen K, Ilana. Voilà. Bon, on est du sérieux. Hein. On met un niveau sérieux avec la Queen K. Allez, mais je vous mettrai des sons. Si vous voulez, je vous mettrai des sons avec grand plaisir. Un gros Ilash Inessé qui rentre là, mais avec grand plaisir. C'est... Non, parce que Keilana et Massilia, parce que au début, Géo dit, voilà, ce serait pas mal de mettre un Ilash Inessé. Le truc, c'est si je mets du Ilash Inessé qui gueule, Ilash Inessé à chaque fois, même les gens qui vont regarder ce live en replay sur YouTube, ils vont se dire, putain, mais celui Ilash Inessé, mais... Ah après, ils vont vouloir taper les gens après au Japon. C'est pas bien de taper quand on va au Japon. Il y a déjà suffisamment d'occidentaux qui font le bordel. Voilà. Donc je vous fais un. Voilà, bref. Genre, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Tour du soleil. Je vais vous mettre cette petite vidéo qui est fort bien. C'est en japonais, mais si vous avez vos sous-titres qui vont bien, vous pourrez tout comprendre. Qui explique justement, puisque en fait vous avez un musée qui vous relate tout le processus en fait de création de cette statue, événement. Excusez-moi, vous voyez pas mon écran. Si je mets l'écran, c'est quand même mieux. Et vous avez donc cette vidéo qui est vraiment très sympa. Donc je vais vous la mettre je vais y arriver dans le chat juste quand j'aurai terminé là, et puis après je la mettrai sur YouTube. Pour essayer un peu plus de comprendre ce que c'est ce tour du soleil et à quoi ça correspond. Si vous allez à Osaka, franchement faites-le, ça vaut vraiment le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup. Si je retourne à Osaka, peut-être essayer de faire une vidéo là-bas, justement faire le tour de ce lieu qui est vraiment unique. Hein. Unique en son genre. Comme je le disais tout à l'heure, faut recadrer une création comme ça. Vous vous dites que ça a été créé pour l'Expo universelle de 70, que c'est une œuvre pour cette période-là. Et évidemment, si on regarde aujourd'hui avec tout le contemporain qu'on a et même le regard sur le Japon contemporain qu'on peut avoir, on va avoir un regard différent des Japonais ou des Occidentaux, des quelques Occidentaux qui avaient déjà pu voir ce monument dans les années 70. Enfin, bon, évidemment, c'est très compliqué à se projeter, mais voilà. En tout cas, je vais vous mettre cette vidéo, peut-être pas celle-là, mais la première, puisqu'après, vous avez tout un musée, tout un truc qui va détailler, vous raconter toute l'histoire, bref, vous emmener dans cet univers surréaliste, comme vous pouvez le voir ici. Hein. On a l'intérieur avec des éléments qui partent de... C'est vraiment le surréalisme à plein nez, comme Dali, comme je disais, pour ceux qui arrivent en cours de route. Semaine prochaine, je vais refaire un live sur le surréalisme pour vous expliquer ce mouvement, réexpliquer, vous donner les grands noms du surréalisme. Bah, typiquement, c'est ça, hein, surréalisme, c'est ça. Vous avez un bout de mammouth, des trucs qui partent de tous les sens, des couleurs, c'est surréaliste. Hein, complètement, donc on en reparlera. J'avance sur le dernier point que je voulais traiter dans Taro Okamoto, qui est un focus sur le côté plutôt auteur, analyste, théoricien de l'art, puisque, voilà, comme je disais, c'est un monsieur qui est revenu au Japon après-guerre, qui a été proactif vraiment après-guerre, qui s'est nourri donc de toute cette tendance surréaliste, qui a écrit plusieurs bouquins, dont deux. Le premier, c'est celui-ci, c'est l'esthétique et le sacré. Je n'ai pas regardé si c'était en PDF, parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont plus... Enfin, vous pourrez trouver d'occasion, mais alors bon courage, hein, surtout en français. Mais vous pouvez... À mon avis, vous pouvez le trouver comme un PDF en anglais, ça doit se trouver. En tout cas, Taro Okamoto, dans ses écrits, va défendre une vision de l'art qui est... voilà, ce que je disais, surréaliste, c'est ça, hein, c'est le spontané,
libérateur, puisque dans les créations, vous avez peut-être pu voir donc avant dans ce petit live sur Taro Okamoto, c'est des créations qui évidemment sont liées fortement à l'histoire, la libération par rapport évidemment à l'histoire, tout le passé sombre du Japon, mais aussi l'histoire de l'art japonaise, où il avait vraiment voulu être finalement clivant, coupé avec ce qu'on connaît de l'art traditionnel japonais, de ce cadre japonais très... Voilà, comme je vous disais, la sculpture avant, la grande sculpture, c'est des Bouddhas qu'on fait. C'est pas un truc... tu fais pas une sculpture de je sais pas quoi, ce que tu veux. Lui, il était le premier à faire un truc de 70 mètres. Non, je fais pas de Bouddha, je te fais un truc qui est juste à rien à voir. En plus, je touche une symbolique plutôt primitive. Je vais toucher des peuples autres. Enfin bref, le gars, le renouveau total et en même temps en ayant un vrai discours. Et ça, c'est assez fort puisqu'il a pu être très créatif. Et c'est ce qu'il explique finalement dans son livre, L'esthétique et le sacré. Là-dedans, il va expliquer que justement, on va pouvoir avoir une création artistique entre une société, un cadre de la société, des cultes, hein, évidemment une société, quasi toutes les sociétés ont des cultes, ont une religion, donc du moins un cadre, qui a fait aussi cadrer la création artistique, et lui va expliquer qu'on peut, donc il y a évidemment ce cadre à imposer, entre guillemets, des lignes esthétiques que vous devez respecter. Quand on voit par exemple la sculpture bouddhique, bon, tout se ressemble quasiment. Bon, quand on est connaisseur, on voit bien que c'est des choses différentes, mais tout se ressemble. Quelqu'un qui ne connaît pas, il va me dire, bon, attends, ton Bouddha de 1300 ou de 1500 ou de 1862, c'est un Bouddha, quoi. Bon, bah non, en fait, si on va regarder des traits stylistiques différents, mais esthétiquement parlant, on a une lignée très japonaise qui se retrouve. Souvent, quand je vous montre aussi des pièces coréennes, vous voyez bien qu'il y a des choses un peu différentes. Bref, tout ça pour dire que dans ce livre, Esthétique et Sacré, bah justement, il va partir des traditions, comme je disais en introduction, pour Taro Okamoto, sa grande passion, c'était la période Jomon, donc 15 000 avant Jésus-Christ. Vraiment, en fait, il s'est beaucoup nourri de cette culture qui, selon lui, moi j'étais pas là, hein, il y a 15 000 ans, c'était une culture qui s'est nourrie, construite, développée, culture artistique, sans frein, sans société qui vous impose un certain diktat. Bon, voilà, évidemment, on n'était pas là. Et c'est une lecture qui est une lecture avec nos biais d'aujourd'hui. Très compliqué, on ne saura jamais comment c'était évidemment il y a 15 000 ans. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion par rapport à tout ça. Ça va, tout va bien, tout va bien. Hein. Massilia, mais Massilia! Putain. Mais resub aussi, mais vous êtes des fous. Massilia. Vous êtes laissé la fête. Voilà. C'est du japonais, hein. C'est pas du russe. Hein. Voilà, bah écoute Massilia, merci beaucoup. Réabo. Tu m'as dit, comment ça, moi, j'étais plus abo. Putain, non mais vous êtes... Merci beaucoup, parce que vous savez, le réabonnement, oui, c'est important, mais vous n'êtes point obligé, vous le savez, je suis obligé, attends, je suis obligé de le dire, parce que sinon on va dire, attends, il fait ça pour la moula, il fait ça pour la thune. Drip of Japanese Emperor, ah ouais, non mais, je trouve qu'il est bien. Bad Todai, ça s'appelle, j'aime beaucoup. Mais non, mais franchement, merci beaucoup hein, pour les subs, vous êtes adorables. Merci beaucoup parce que bon, vous savez, je le fais pas forcément pour ça, mais ça, évidemment, ça permet de compenser un petit peu tout le temps passé à faire ces jolis slides et ces jolies vidéos. Et parce que finalement, soit c'est quand même du temps, et donc c'est quand même une partie de travail, faut avouer. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir pour vos réabos, resub. Et pour ceux qui ne peuvent pas, je ne vous en veux absolument pas. Par contre, si vous avez un petit follow, si vous aimez bien ce que je raconte, allez-y. Sub un petit coup, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et je relance. Voilà. Donc, voilà. Merci encore une fois à vous. Je reviens sur mon... C'est difficile après de revenir sans transition, revenir sur les slides. Donc voilà, non, juste pour vous dire que l'esthétique et le sacré, si vous arrivez à le trouver, ça peut être vraiment très intéressant à lire. Il était à Sorbonne avec des intellectuels, notamment Georges Bataille, peut-être que vous connaissez, Marcel Mauss. Bref, c'est quelqu'un qui ne s'est pas limité encore une fois à la création, juste la création artistique. Il a voulu aller plus loin, développer son propos et faire comprendre aux gens qui était, pourquoi, etc. Sa vraie vision de l'art.
Et un autre ouvrage très très intéressant aussi. Là, à mon avis, compliqué de le trouver en anglais, bon courage. Je vais chercher, hein. Je vais chercher. Et puis vous, ce que vous faites, si ça vous intéresse, vous me faites un petit message privé pour ceux qui ne sont pas sur Discord. Vous faites un petit MP ou vous me mettez en commentaire sur YouTube après. Si ça vous intéresse, que je vous repartage les liens vers les PDF si je les trouve. Puisque ce deuxième ouvrage, très très intéressant. Intéressant si vous bossez évidemment dans l'art japonais, si vous êtes chercheur, si vous bossez même dans le graphisme, dans je sais pas, la typographie et autres. Ça peut être vraiment très très intéressant d'avoir sa vision. C'est l'art d'aujourd'hui, Today's Art, qui a été publié en 54. On recadre, hein, bien évidemment, une production qui a été faite après-guerre. Et là, c'était vraiment une vision de l'art, force révolutionnaire, provocatrice, rupture avec les conventions établies. C'est vraiment ça qu'il raconte. Et comment, dans sa vision, comment l'art, en fait, c'est une vidéo qui est pas mal du tout, hein, là, sur le côté plutôt ethnographique d'Okinawa. Je vous dis, c'est beaucoup inspiré, hein, de Jomon. Il allait à Okinawa. Je peux dire qu'il s'est pris une claque, mais Okinawa, c'était très fort. Donc, il a pris une casquette, voilà, d'ethno, où il a vraiment étudié les populations, le développement de ces populations, et tout ça en rapprochant à l'art. Je trouve que c'est vachement intéressant, ce côté social art et social société. Vous savez, on parle souvent de l'art avec d'autres thèmes, par exemple l'art et la thérapie. Bah, moi, j'aime bien le côté social, comment les populations sont développées autour des cultes, comment on a une vraie culture autour de ça, autour de l'art. Dans ma petite tête, je pense aux Ainu, bien évidemment, qui ont leur propre culture, des cultes qui sont nourris autour d'une création artistique, etc. Okinawa, même chose. Donc lui, il s'est nourri de ça. Et donc c'est aussi pour ça que derrière, dans ses publications, ben voilà, il y a toute une étude je dirais, de la place de l'art dans le développement de la société et de comment l'art va permettre aussi de faire bouger les choses. Encore une fois, à rupture, hein, avec les conventions établies. Voilà, je ne fais pas un cours d'histoire du Japon, mais le Japon, ça a été quand même très compliqué de par toute l'histoire. Bref, c'est quelque chose qui est passionnant. Ça, je vous invite à aller voir des bouquins d'histoire 100% Japon si ça vous intéresse. Difficile de faire ça en un live, difficile de le résumer. Je ne suis moi-même pas spécialiste en histoire du Japon pur et dur, je connais par des phases et que je raccroche évidemment toujours pour le coup à ma spécialité qui est l'histoire de l'art, donc à l'art, mais c'est hyper intéressant. En tout cas, cette période d'après-guerre, oui, la caméra allait bien, la période d'après-guerre qui est vraiment, je dirais, après-guerre, pure après-guerre, et après 70, 80, 90, c'est passionnant, passionnant. Voilà. J'en finis, je termine là pour le live de Taro Okamoto. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire là maintenant en chat, sinon sur le chat YouTube, en commentaire, allez-y, avec grand plaisir pour essayer d'y répondre, et on pourrait, si besoin, refaire un live sur Taro Okamoto.